Bonjour à tous. Gros sujet aujourd'hui que celui du traitement des objections. Comment traiter les objections? C'est un sujet très vaste qui va bien au-delà de la réponse qu'on peut apporter à une objection précise et qui va tellement au-delà que je pense qu'il est intéressant de s'intéresser aussi, bien sûr, intéressant de s'intéresser à ce qui va générer les objections. Donc, le sujet est très dense. On va en faire une introduction, en voir une introduction aujourd'hui sur une trentaine de minutes. Je suis Jimmy Beto, j'accompagne les dirigeants et les chefs d'entreprise dans le développement, la structuration de leur entreprise pour pouvoir booster ces dernières et leur faire passer un cap. Et dans cette activité-là de développement d'entreprise, eh bien, la partie commerciale est forcément fondamentale. Trois approches pour déjouer les objections, c'est ce que nous allons aborder, en sachant que pour aborder ce sujet-là, sur un mode de présentation succincte et d'introduction, on va passer par quatre grands temps, quatre grandes thématiques, à savoir l'état d'esprit, qu'est-ce qui fait qui dans notre comportement commercial va générer des objections et comment se préparer aussi à déjouer ou à éviter des objections. Donc, premier temps de la présentation. Ensuite, on va aborder la façon classique de traiter les objections. Vous verrez qu'une approche recommandée fonctionne assez bien. En tout cas, il y a des approches qui ne fonctionnent pas bien. Mon ambition aujourd'hui, c'est de vous en présenter une qui fonctionne et qui a été éprouvée et qu'on va retrouver classiquement dans toutes les formations commerciales, avec quelques exemples, ce sera le troisième temps, quelques exemples d'objections. Et peut-être que parmi celles qu'on va voir aujourd'hui, il y en a qui vous concerneront ou peut-être qui vous feront penser à d'autres objections proches et qui vous concernent. Il peut y avoir des dizaines d'objections différentes. On verra aussi qu'il est important que vous puissiez noter les objections que vous recevez le plus régulièrement pour pouvoir bien vous préparer vos réponses le plus spécifiquement possible. Et enfin, quatrième temps de la présentation aujourd'hui, viser le zéro objection, objectif ambitieux, mais qui me semble très stimulant. Comment faire, comment construire son approche commerciale, passer par l'étape des définitions. Pour qu'il n'y ait pas d'objection à la fin, à la présentation de l'offre, je pense que c'est encore un meilleur moyen que de déjouer les objections, que de leur couper l'herbe sous le pied en quelque sorte. Avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet des objections, je vous invite, et en l'occurrence, une objection peut être vue de deux manières différentes. Ça peut être vu comme un refus de vente, mais ça peut être aussi vu comme une opportunité d'approfondir. En effet, quand on est en face d'un client et qu'il nous fait une objection, quelque part, il nous fait part de quelque chose qui lui manque, il nous fait part d'une information peut-être complémentaire à lui apporter. Et donc, ça peut être tout à fait une opportunité d'aller approfondir et de renforcer la relation qu'on va avoir avec notre prospect. Et si on va plus loin dans les définitions, qu'est-ce qu'un vendeur? C'est aussi une notion qu'il est important d'avoir à l'esprit dès lors qu'on rentre dans ce processus commercial. Et je vous laisserai, chacun de vous, définir personnellement et individuellement ce qu'est pour vous un vendeur. Et en fonction de la perception que vous allez pouvoir faire transparaître derrière votre définition du vendeur, eh bien, vous allez voir aussi quel est l'a priori que vous avez sur les vendeurs et sur les commerciaux. Et en fonction de cet a priori-là, eh bien, vous pourrez aussi en tirer des informations sur comment vous voyez en tant que vendeur et quels sont les éléments qui peuvent consciemment ou inconsciemment bloquer, freiner votre démarche commerciale lorsque vous êtes dans la position du vendeur. Pour aujourd'hui, je vous propose une définition toute simple du vendeur. Définition qui pourrait être celle-ci. Un vendeur, c'est un professionnel qui aide son prospect à acquérir la meilleure solution pour lui. Il y a pas mal d'éléments dans cette définition. Professionnel, un vendeur est un professionnel. Le professionnel, c'est quelqu'un qui a une méthode, qui a une technique, qui va faire les choses selon un protocole bien défini. Il ne le fait pas au hasard. Son acte commercial, il ne déroule pas au hasard son processus commercial. Donc, cette notion d'un professionnel me semble importante. Et on verra aussi tout à l'heure que l'entraînement est essentiel dans la façon de gérer son processus commercial et ses objections. Professionnel qui aide son prospect, eh bien, dans le terme aider, on sent qu'il y a une posture de gagnant. Gagnant, c'est-à-dire faire gagner quelque chose à son prospect. C'est qu'on vend, la solution qu'on propose et qu'on fournit à son prospect, à son futur vendeur, doit lui être utile, doit lui être bénéfique. Donc, cette notion est importante aussi, me semble-t-il, dans la définition d'un vendeur.
Alors, acquérir, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un acte de vente, donc il doit y avoir un achat. Et enfin, la meilleure solution pour lui, alors pour lui, c'est pour le prospect. On peut aussi considérer que globalement, un acte de vente doit être dans une optique gagnant-gagnant, à la fois pour le client et à la fois pour le commercial. Évidemment, si le commercial vend à perte, il ne pourra pas continuer son activité longtemps. De fait, on peut envisager cette notion gagnant-gagnant, mais l'idée, c'est quand même de se placer du point de vue du prospect et du client qui doit gagner quelque chose grâce à son acte d'achat, grâce à ce qu'il vient d'acquérir. Grâce à ce qu'il vient d'acquérir. Alors, la meilleure solution, là encore, ça sous-entend que c'est une solution qui est plus adaptée que celle des concurrents. Quand on a cet élément-là aussi à l'esprit, on va se positionner mécaniquement plus facilement à côté de son prospect, pas en face de son prospect, mais à côté de son prospect pour pouvoir l'aider à opter pour la meilleure solution pour lui. En face de ça, qu'est-ce qu'une objection? Alors, si on prend la définition du Larousse, une objection, c'est un avis, c'est un argument que l'on met en avant pour s'opposer à une proposition, à une affirmation. Dixit Larousse. Quand on considère la définition juste au-dessus du vendeur, on a du mal à percevoir pourquoi un prospect nous donnerait un argument pour s'opposer à quelque chose qui lui est bénéfique. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup. Et pourtant, ça arrive. Eh bien, si ça arrive, à mon sens, c'est parce que les objections ne sont pas toujours fondées. Et je pense que s'interroger sur la différence, l'écart qu'il y a entre la réalité telle que nous, on l'aperçoit et l'objection qui, quelque part, témoigne de la réalité telle que perçue par le prospect, eh bien, s'interroger sur l'écart qu'il peut y avoir entre les deux nous donne des clés pour améliorer notre processus commercial et améliorer notre capacité soit à ne pas générer d'objections, soit à les gérer une fois qu'on les a générées. Dès lors qu'on adopte ces deux définitions, je pense qu'il devient plus simple de gérer les objections. Il suffit de vérifier par la suite eh bien, si l'objection qu'on reçoit porte sur notre offre elle-même, la solution qu'on propose, ou si elle porte, consciemment ou inconsciemment, sur la façon dont on a présenté l'offre, c'est-à-dire sur notre communication ou sur la réputation de notre marque, de notre entreprise, de nos produits. Voilà, identifier les objections ou tout au moins sur quoi portent précisément les objections nous donnera aussi des clés pour mieux les gérer par la suite. Et dans ce cadre-là, on va distinguer trois grands types d'objections, à savoir les objections, au moins sur quoi portent précisément les objections, nous donnera aussi des clés pour mieux les gérer par la suite. Et dans ce cadre-là, on va distinguer trois grands types d'objections, à savoir les objections prétextes et les objections fausses barbes. Les objections fausses barbes sont des prétextes pour éconduire la vente ou pour refuser la prise ou la demande de rendez-vous d'un commercial, par exemple. Et les objections fausses barbes n'ont pas vraiment de relation ou de rapport avec la proposition qu'on peut offrir à notre prospect. En général, les objections fausses barbes vont arriver assez tôt dans le processus commercial. J'ai pas le temps, on n'a pas de budget pour ces sujets-là. On a déjà des fournisseurs. Voilà, un certain nombre d'objections qu'on va avoir qui sont pas en lien direct avec la proposition qu'on va faire et qui sont plutôt un moyen pour le prospect d'éconduire le commercial. À côté de ça, il y a des objections tactiques. Les objections tactiques sont utilisées par les prospects pour obtenir des avantages supplémentaires. Donc, en gros, la proposition les intéresse, la proposition qu'on leur fait les intéresse, mais ils veulent en obtenir plus. Donc, ils vont utiliser différentes tactiques pour pouvoir soit nous faire baisser les prix, soit obtenir des avantages supplémentaires ou des produits complémentaires. Un certain nombre d'éléments qu'il va falloir gérer justement face à un prospect qui, là, s'avère intéressé dans l'absolu par notre proposition. Et enfin, on a des objections sincères, c'est-à-dire des objections qui sont des vrais points de blocage. Ce sont des vrais obstacles à la vente. Et les objections sincères nous amènent à revoir le plus souvent soit notre offre, soit des éléments qui amènent le prospect à douter de notre offre. Soit notre offre n'est pas adaptée aux besoins du prospect, auquel cas le prospect sent bien que voilà, ça ne va pas répondre à son besoin, soit elle l'est, et auquel cas le prospect n'a pas confiance. Donc il y a des éléments de crédibilité qu'il faudra apporter, ou des preuves, ou des garanties, pour pouvoir rassurer le prospect sur un certain nombre de points. Et dès lors que, vous savez, quand vous apportez des garanties, il faut être en mesure de pouvoir les tenir. Donc dès lors que vous apportez des engagements, derrière, vous devez être aussi sûr que vos processus internes permettront de livrer
les produits, les solutions, les prestations adéquates à votre prospect. Parce que si vous l'avez rassuré sur un point et que vous le décevez au préalable, eh bien, les conséquences seront d'autant plus négatives sur la réputation de la marque, sur la publicité négative que ce prospect-là, ce client, pourrait faire auprès de vous. Donc voilà, les objections sincères sont des objections qui sont plus des objections de fond, qui sont intéressantes à travailler pour mieux comprendre où la psychologie de son prospect, ou en quoi on peut améliorer la proposition, l'offre qu'on fait au client. Quand on est en face d'un prospect qui nous fait des objections, eh bien, à nous de détecter rapidement de quel type d'objection il s'agit pour pouvoir après adapter notre façon de répondre à ces objections. Si on passe du temps pour essayer, par exemple, de déjouer une objection fausse barbe, eh bien, on a toutes les chances de perdre du temps parce que globalement, la personne n'est pas dans un état psychologique de s'intéresser à nos prestations, quand bien même fussent-elles les meilleures du marché. Donc, de fait, dès lors qu'on est sur ce type d'objection, il vaut mieux revoir le moment peut-être où on fera cette proposition commerciale et la remettre à plus tard plutôt que de perdre du temps dans un moment où la personne de toute façon n'est pas psychologiquement en état ou en position ou en posture de prendre une décision d'achat. Donc voilà, pour identifier les objections et y répondre, eh bien, la préparation est essentielle et c'est une des premières étapes qui va nous permettre de gérer par la suite les objections qu'on va éventuellement recevoir. Et dans la préparation, eh bien, il y a la collecte d'informations et la connaissance du prospect. La collecte d'informations, c'est aussi bien sur nos produits que sur les produits de la concurrence. C'est un certain nombre d'éléments qu'on va acquérir en amont. Et c'est dans ce sens où je considère que traiter les objections, le sujet d'aujourd'hui est un sujet extrêmement vaste puisqu'il va même jusqu'au marketing de la création du produit, de savoir adapter son produit aux besoins du marché. Donc toute cette partie-là, ça doit être une partie qui doit être bien maîtrisée par le commercial pour pouvoir être en capacité de répondre à toutes les questions éventuelles de son prospect. Et la connaissance du prospect, c'est aussi un travail préparatoire en amont. Si on vend à un particulier, donc des individus lambda comme vous et moi, on ne va pas le connaître dans sa spécificité d'individu, on va le connaître comme un individu dans un certain groupe d'individus qui va constituer notre segment de marché quelque part et qu'on aura représenté à l'aide d'un personnage fictif qu'on appelle le persona en marketing et qui va avoir un certain trait de personnalité ou d'une position, un type de travail, position socio-professionnelle ou localisation géographique. Donc, il y a malgré tout un certain nombre d'éléments comportementaux qui vont nous permettre de bien connaître ce prospect pour pouvoir savoir où lui vendre, quoi lui vendre, à quel prix lui vendre et selon quelles caractéristiques. Quand on vend à un professionnel, à un responsable des achats, à une autre entreprise, eh bien là, on va pouvoir aller chercher des informations plus détaillées et plus spécifiques à l'entreprise elle-même sur la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, comment est structurée l'entreprise, où l'entreprise vend, quels sont ses besoins en termes de matériel ou en termes de prestations de services. Voilà, un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir aller chercher qui seront encore plus spécifiques et liées aux prospects considérés. Toujours est-il que ça fait partie d'un élément de préparation essentiel. À chaque fois qu'un commercial se retrouve enclenché dans son processus de vente, eh bien, il faudra qu'il ait à l'esprit toutes ces informations. La préparation porte aussi sur l'entraînement à la vente. Dérouler son argumentaire de vente, dérouler la présentation qu'on fait de l'entreprise ou ce qu'on appelle aussi le pitch en 30 secondes, comment on présente notre activité, nos prestations, nos services, nos biens, nos produits, le bénéfice que ça peut avoir pour les clients, qui sont nos clients. Voilà, comment présenter tout ça? Ça doit sortir naturellement, ça doit pouvoir être déroulé naturellement. Et donc, pour ce faire, l'entraînement est extrêmement important. Et enfin, la préparation aussi porte sur l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit on arrive face à notre client? Quels sont nos objectifs profonds, ultimes? Dans quelle posture on va se placer? Et sur cet aspect-là, l'objectif sera de se mettre le plus possible à la place de son client, entre guillemets, avec cet objectif. Revenez à la définition du vendeur, avec cet objectif de lui apporter la meilleure solution pour lui. Donc, dès lors qu'on travaille son état d'esprit orienté client ou orienté prospect pour que le prospect se sente
dans les meilleures conditions possibles, que le prospect même apprécie l'échange qu'il va avoir sur cet échange commercial, eh bien, on aura plus de chances de pouvoir soit limiter le nombre d'objections qu'on va avoir, soit de les déjouer si elles arrivent malgré tout. Et cette notion d'état d'esprit est un facteur essentiel dans la façon qu'on aura de présenter notre offre et d'argumenter avec le prospect. Si vous partez du principe que le prospect est borné et que de toute façon, il ne comprend rien à la qualité de nos produits, eh bien vous ne serez pas dans une même démarche de partage de l'information que si au contraire, vous considérez que le prospect a des interrogations légitimes à laquelle vous allez devoir répondre et vous pouvez répondre parce que vous avez toutes les informations et vous êtes convaincu qu'il sera pleinement satisfait des informations que vous allez lui apporter. Voilà, deux approches différentes qui font que la relation ne se passera pas de la même façon au cours de l'entretien commercial. Alors, sur cette étape de la préparation et le premier point qui porte sur la connaissance du marché, la connaissance de ses clients, répondez au préalable à des questions comme quelle est notre clientèle et en quoi pouvons-nous l'aider mieux que quiconque. Ça suppose de bien définir bien notre client et de bien définir aussi ce qui nous distingue de la concurrence et quels sont les avantages spécifiques de faire appel à nos produits. Et quand vous aurez une liste de 5, 10, 15 avantages que présentent vos produits et que les produits concurrents n'ont pas, eh bien, vous serez mieux armé aussi pour présenter votre offre. Je parle d'avantages, je peux parler aussi de bénéfices clients. Un avantage pourrait être la facilité d'utilisation ou un certain nombre de caractéristiques techniques de produits. Le bénéfice client, c'est le bénéfice que le client va pouvoir tirer de l'utilisation de vos produits. Et c'est souvent pas la même chose que parler de bénéfices ou que de parler d'avantages. Donc, en fonction de vos produits, eh bien, vous serez amené à considérer l'un ou l'autre des aspects de vos produits. Mais en quoi pouvez-vous aider vos prospects mieux que vos concurrents? Si vous avez des doutes là-dessus, eh vous aurez des doutes pendant le processus commercial et vous ne serez pas vous ne serez pas le mieux placé pour répondre à des objections éventuelles. Si vous ne savez pas répondre parce que vous manquez d'informations, bon, c'est facile, vous allez aller chercher l'information dans votre entreprise. Si vous ne savez pas répondre parce que dans le fond, vous savez que globalement, vous êtes moins bien placé que la concurrence, ça va poser un certain nombre d'autres questions annexes qui vont porter plutôt sur quel type de prestations vous allez devoir ajuster dans votre entreprise pour que votre entreprise fasse mieux et que votre entreprise soit toujours en capacité de faire mieux que les concurrents. Donc, ça va impliquer un certain nombre d'éléments sur votre marketing stratégique qui vont au-delà de générer les objections. Là encore, traiter les objections a des implications bien au-delà que la simple réponse qu'on va faire à notre prospect, puisque ça ramène à notre stratégie et en particulier à notre marketing stratégique. Et sur cet aspect-là, eh bien, quel est notre positionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous distingue de nos concurrents, quelle est notre proposition unique de vente. Je vous rappelle qu'on a déjà vu des webinaires sur le sujet, sur la proposition unique de vente, quels sont les éléments sur lesquels nous, on est prêt à s'engager en tant qu'entreprise auprès de nos clients. Voilà, 5, 6, 7 éléments qui sont des éléments forts de notre offre sur lesquels on s'engage, avec une contrepartie si jamais le client n'est pas satisfait sur ces points-là. Et en quoi ça, eh bien, c'est unique, spécifique aux besoins de nos clients et en quoi les concurrents ne sont pas en mesure de produire la même chose. Donc, un certain nombre d'éléments que vous pouvez vous remettre à l'esprit avant de rentrer dans votre processus commercial. Qui sont vos concurrents? Quelles sont leurs faiblesses? À partir du moment où vous connaissez la faiblesse des concurrents, vous allez pouvoir orienter habilement la discussion lors de l'échange commercial. Non pas bien sûr en décrédibilisant ou en critiquant vos concurrents, parce que ça c'est particulièrement délétère et négatif. Par contre, vous allez pouvoir mettre la lumière sur les éléments qui sont forts dans votre offre en sachant que ça laisse une trace d'ombre sur ce que font les concurrents parce que vos concurrents ne seront pas en mesure de répondre à ces aspects-là. Voilà sur la partie connaissance de vos marchés, de votre marché, de son marché. Répondez à ces questions et puis à d'autres questions sur ce qui fait votre unicité et votre force auprès de vos clients et vous serez mieux armé pour répondre à leurs objections éventuelles. Au niveau de l'entraînement à la vente,
Est-ce que vous maîtrisez votre processus commercial? Est-ce que votre processus commercial est adapté? Est-ce que vous allez chercher dans votre processus commercial les informations dont vous avez besoin lors de l'entretien commercial? Est-ce que vous allez le chercher au bon moment? Est-ce que vous allez le chercher en quantité suffisante? Est-ce que l'information dont vous disposez quand vous arrivez en entretien commercial est pertinente? Est-ce que c'est efficace auprès du client? Est-ce que ça ne le décourage pas? Est-ce que c'est plus engageant? Donc voilà, travaillez là-dessus. Il y a là encore un autre webinaire qui portait sur l'amélioration de vos processus commerciaux. Je vous invite à le regarder. Est-ce que vous avez préparé les réponses aux objections les plus fréquentes que vous recevez? Est-ce que vous avez d'abord cette liste d'objections? Quand vous êtes en face d'un client, vous allez peut-être recevoir 1, 2, 3, 4 objections et après 10, 20, 30, 100 ou 300 clients, vous allez commencer à avoir une liste assez significative des objections les plus fréquentes et vous allez voir que parfois, ça confirme ce qu'on peut pressentir au préalable. Parfois, ça nous apporte des éclairages différents et très pertinents. Extrêmement important que de constituer cette liste d'objections parce que vous allez pouvoir, d'une part, préparer des réponses pour les fois prochaines, donc utiliser le passé pour construire votre expérience et en faire les transformer en compétences. Mais aussi, vous allez pouvoir mettre la lumière sur des éléments qui expliquent pourquoi certains types d'objections sont plus nombreuses que les autres. Et en fonction des objections qui sont les plus nombreuses, vous allez en déduire que globalement, il y a quelque chose qui pêche soit dans votre offre, soit dans votre façon de la présenter. Et une fois que vous avez préparé les réponses aux objections les plus fréquentes, est-ce que vous les connaissez? Relisez-les régulièrement, et en particulier avant de rentrer en processus commercial pour vous les remettre à l'esprit. Donc là encore, c'est comme un sport. Sur le terrain d'entraînement, vous vous entraînez, vous pratiquez, vous faites des routines et puis après, vous pouvez être beaucoup plus efficace quand vous êtes en plein match sportif d'actes de vente ou de négociation commerciale. Donc voilà le point sur l'entraînement et l'état d'esprit. Eh bien, l'état d'esprit revient aussi à s'interroger sur qu'est-ce qui, dans notre comportement, va avoir un impact ou quel impact va avoir notre comportement sur les réponses et les arguments ou les réactions que notre interlocuteur va avoir. Et en l'occurrence, en fonction des objections qu'on génère le plus fréquemment, on va pouvoir aussi en déduire des éléments sur notre posture, et c'est la posture qu'on adopte fréquemment. Quelles sont nos difficultés récurrentes? Sur quel type d'objection on bute le plus? Là encore, y réfléchir en amont, en dehors de l'acte commercial lui-même est essentiel. Une fois que vous êtes en face de votre prospect, c'est trop tard. Mais travailler son état d'esprit revient aussi à travailler sur les difficultés les plus récurrentes qu'on rencontre dans notre processus de vente. Quelles sont nos routines avant la vente? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir se préparer au mieux à l'acte de vente? Ça revient à lister les éléments clés et puis à les passer en revue avant l'entretien. Ça revient aussi à se poser la question de son objectif et en l'occurrence de se poser un vrai objectif satisfaction client, satisfaction prospect. Et on peut aussi pratiquer des exercices de visualisation au cours desquels on visualise la façon dont l'entretien va se passer positivement pour pouvoir arriver avec cet état d'esprit positif et optimiste qui aura un impact positif sur le déroulé de l'entretien. Enfin, quand on a plusieurs commerciaux dans une équipe, eh bien, il est intéressant de faire des comparaisons et de voir si il y a des commerciaux qui obtiennent des objections différentes de ce qu'obtiennent les autres commerciaux. Si tout le monde a systématiquement la même objection, il peut y avoir une problématique sur l'offre elle-même, la solution, comme il peut y avoir une problématique d'état d'esprit. Il peut y avoir un état d'esprit général lié à la culture de l'entreprise qui fait que tout le monde a la même objection. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde a la même objection que le client a forcément raison. Mais en tout cas, il y a les deux possibilités. Si par contre, un seul commercial a un certain type d'objection et que les autres ne l'ont pas, eh bien, on va pouvoir dire que c'est l'attitude du commercial qui génère l'objection. Donc, vous voyez la différence, c'est que dans un cas, eh bien, il peut y avoir deux possibilités. Soit c'est l'attitude et la culture de l'entreprise, soit c'est le produit. Mais dans le deuxième cas, s'il n'y a qu'un seul commercial sur l'équipe qui a ce type d'objection, ben, ce sera forcément la façon dont lui, il présente l'offre qui va générer les objections. Donc, une fois que vous travaillez là-dessus en équipe et que vous identifiez les objections en question et les moyens de les déjouer, vous allez pouvoir travailler soit sur la façon de présenter l'offre, soit sur l'état d'esprit, soit sur l'offre elle-même et faire évoluer vos produits, par exemple.
Donc, un certain nombre de questions qu'il est important de se poser pour améliorer ces processus. Alors, une fois que vous êtes bien armé, vous allez gérer des objections si elles arrivent malgré tout. Et pour ceci, l'approche classique est en plusieurs temps, avec le principe fondamental qui est de ne pas mettre votre prospect en porte-à-faux. Ne dites pas « vous vous trompez, vous avez tort ». Ceci aura des conséquences assez négatives sur la vente parce qu'il risque au contraire de fermer les portes et puis de ne plus vous écouter parce qu'il aura le sentiment que vous ne l'avez pas écouté, en tout cas vous ne l'avez pas compris, ce qui pour lui sera à peu près la même chose. Donc dans cette approche de la gestion des objections, vous allez commencer par écouter l'objection du prospect sans lui couper la parole. Ensuite, vous allez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres objections avec une question simple. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il un autre point? Y a-t-il un autre élément en complément de ce que vous venez de me dire? Et ensuite, s'il n'y a pas autre chose, vous allez valider son objection. Ça peut paraître curieux, mais vous allez être d'accord avec lui. Pas directement, mais vous allez comprendre, par exemple, sa position ou sa remarque. Je comprends que cela puisse vous sembler cher. Je comprends que le délai puisse vous sembler trop important. Voilà, vous allez bien lui signifier que vous avez compris son objection. Vous la reformulez pour bien valider que c'est bien ça, de ça dont il s'agit. Et ce faisant, vous allez avoir un premier niveau d'adhésion, plus ou moins conscient de la part de votre prospect, puisqu'il sera d'accord avec vous sur la façon dont vous avez reformulé son objection. Ensuite, étape suivante, vous allez isoler l'objection pour pouvoir identifier et traiter celle qui compte vraiment. Parfois, les prospects nous donnent une première objection, c'est trop cher, et en fait, c'est une objection qui va cacher quelque chose d'autre, quelque chose de plus impactant et sur lequel ils n'ont pas forcément envie de rentrer parce que ça leur semble trop complexe ou pour tout un tas d'autres raisons. Et donc, ils utilisent une objection très simple, hein, c'est la plus simple qui existe, c'est trop cher, c'est assez facile, c'est trop cher, je ne peux pas acheter. En général, ça décourage un vendeur parce qu'un vendeur, il est là pour récupérer de l'argent. Donc, si on lui dit qu'il n'y a pas d'argent à récupérer, il se décourage, il se dit, bon, ben, dans ce cas, j'arrête. Donc, voilà, ça, le prospect, il le sent. Donc, son objection principale, ce sera, c'est trop cher. Mais ce n'est pas forcément la vraie objection. Il peut très bien ne pas avoir confiance dans les produits, dans les services, avoir eu des informations négatives, des rumeurs, etc., qui le font douter de la fiabilité ou de la viabilité de votre entreprise. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'autres éléments sur lesquels il n'a pas forcément envie de s'étendre et donc il dit, eh bien, c'est trop cher. Donc, il faut que vous puissiez identifier l'objection pour aller isoler l'objection réelle sur laquelle vous allez devoir travailler. Et donc, si un prospect vous dit c'est trop cher, eh bien, vous allez lui dire je comprends que cela puisse vous sembler cher, mais dans la mesure où le prix n'était pas un souci, est-ce que vous valideriez cette proposition? Ou dans la mesure où on peut trouver une solution ensemble, est-ce que cette solution vous conviendrait? Voilà, donc vous allez chercher quelque chose d'autre. S'il vous dit, ah ben oui, totalement, s'il n'y avait pas le problème de prix, c'est sûr que je dirais, parce que franchement, il y a tous les avantages qu'on peut espérer, et puis ça nous apporterait aussi beaucoup, mais là, en ce moment, je ne peux pas parce que… Voilà. Donc, vous voyez que là, dans ce cas-là, effectivement, l'objection du prix est une vraie objection sur laquelle vous allez travailler. Si par contre, il doute, et oui, bon, très probablement, vous savez qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et si c'est du côté de la confiance, de la réputation, eh bien, vous allez aller chercher des informations statistiques, vous allez expliquer en quoi les processus ont changé depuis le dernier incident qui effectivement avait pu générer cette problématique qu'il a peut-être à l'esprit. Vous allez construire votre argumentaire pour déjouer la vraie objection qui est le manque de confiance. Donc, c'est ce qu'on appelle isoler l'objection et anticiper la décision finale avec cette notion de si cette première objection n'existait plus, en gros, est-ce que vous achèteriez? Donc, c'est là où vous anticipez la décision finale qui est celle de l'achat. Et si la personne dit oui, ça veut dire qu'une fois que vous aurez déjoué l'objection, eh bien, vous arriverez forcément à l'acte d'achat parce que le client vous avait dit que oui, il achèterait s'il n'y avait pas l'objection. Donc, vous traitez l'objection et vous amenez une réponse à celle-ci. Ça, c'est l'étape suivante. Et puis après, vous mesurez l'impact de votre réponse. Une fois que vous avez répondu à l'objection, voilà comment vous voyez les choses à présent. Est-ce que ça éclaircit ce en quoi cette approche me semble correspondre à vos besoins? Voilà, quel est votre avis? Vous prenez la température en quelque sorte avec une question assez ouverte pour que le client puisse ou le prospect puisse s'exprimer.
Et puis après, vous verrouillez l'objection du prospect, c'est-à-dire que vous validez bien que l'objection a été traitée et vous ne laissez aucune objection d'importance sans avoir été, vous ne laissez aucune objection d'importance non traitée. Voilà, alors quelques exemples d'objections que vous pouvez avoir, qu'on peut rencontrer. Alors, voilà, 7 ou 8 exemples parmi des dizaines qui peuvent exister. Une objection toute simple, envoyez-moi une documentation plutôt. Écoutez, avec plaisir, mais pour vous envoyer une documentation, j'ai besoin d'informations complémentaires. Donc voilà, une réponse possible. Il y a encore plein d'autres réponses possibles, mais envoyez-moi une documentation. C'est très fréquemment une objection fausse barbe, quelqu'un qui n'a pas envie de vous accorder du temps pour un rendez-vous commercial. Envoyez-moi plutôt une documentation. C'est un moyen de vous y conduire. Il ne regardera jamais votre documentation et ça lui permettra de raccrocher rapidement au téléphone. Donc voilà, ne vous laissez pas avoir et allez plus loin en disant ben, oui, avec plaisir sur l'envoi de la documentation, mais j'ai besoin de savoir quelle documentation je peux vous envoyer. Je n'ai pas le temps. Là encore, il n'y a pas de rapport direct entre la proposition que vous allez lui faire et puis sa réponse. Donc, c'est une objection fausse barbe. Eh bien, voilà, je comprends. Vous pouvez lui dire que l'entretien ne durera que 15 minutes, que 13 minutes, que 10 minutes. Alors, voilà, 10 minutes ou 20 minutes, ce sont des chiffres ronds qui sont peut-être un petit peu moins intrigants que 14 minutes, 17 minutes ou 9 minutes. Donc, si vous utilisez des nombres non ronds, ça pourra interpeller votre interlocuteur aussi. Donc voilà, essayez de cadrer ça. Et vous vous rendrez compte que eh bien, déjà, ça peut débloquer certaines situations. Et puis souvent, le prospect, il va passer beaucoup plus de temps que les 12 minutes qu'il avait accordées. Donc, en fait, les gens ont le temps. C'est juste qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir le temps. C'est bien un argument ou une objection fausse barre. Alors, si vous avez des prestations qui s'y prêtent aussi, ça tombe bien que vous n'ayez pas le temps parce que justement, mes produits et mes prestations visent à vous faire gagner 3 à 4 heures par semaine, 10 heures par semaine. Donc voilà, il y a aussi des éléments que vous pouvez utiliser pour déjouer l'objection quand ça s'y prête, bien entendu. Recontactez-moi dans 6 mois, une objection classique aussi, une objection fausse barbe. Eh bien, voilà, vous pouvez aller creuser. Qu'est-ce qui aura changé pour vous dans 6 mois? Essayez d'aller chercher, voilà, il y a peut-être des éléments réels. Alors, écoutez, dans 6 mois, la pleine saison sera passée, je serai plus disponible. Ah, bon, dans ce cas, on va prendre un rendez-vous de principe et puis on pourra confirmer quelques jours avant qu'il a bien lieu, mais au moins, on cale un rendez-vous. Et puis, voilà, donc ça, c'est dans le cas réel où, effectivement, sur une activité très saisonnière, peut-être agricole ou autre, la personne n'est manifestement pas en posture ou en position de pouvoir prendre une décision commerciale, donc autant remettre à plus tard. Mais très souvent, voilà, recontactez-moi dans 6 mois, c'est aussi un moyen de conduire le commercial et le vendeur. Je vais réfléchir, c'est une autre objection à laquelle on peut être confronté. Plusieurs façons d'y répondre, c'est très spécifique. Donc là, je vous invite soit à me contacter et puis on verra ensemble si vous avez ce type d'objection, à voir comment on peut adapter la réponse en fonction de vos produits. Et il peut y avoir des choses simples à mettre en place comme je comprends qu'une telle décision ne se prenne pas à la légère, pardon. Mais avant de réfléchir, quelle serait la probabilité que votre réponse soit positive entre 0 et 10? Donc voilà, si votre prospect vous dit, la probabilité c'est 3 sur 10, bon, vous savez que vous êtes en mauvaise posture, donc il va falloir que vous repreniez votre échange commercial pour aller gratter les 7 points qui manquent. Si par contre il est sur 7, 8 sur 10, eh bien, vous pouvez embrayer en disant, mais alors, quelles sont les informations complémentaires qu'il faudrait que je vous apporte pour que vous soyez à 2 points de plus, à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Et là, vous allez pouvoir ouvrir une opportunité d'échanger encore un petit peu plus avec le prospect. Voilà, donc une réponse possible pour cette objection de « je vais réfléchir ». Alors, autre objection, je vais demander conseil à un ami. Alors, c'est un petit peu dans la même ligne que l'objection précédente et vous pouvez utiliser la même approche. Mais aussi, vous pouvez l'interroger sur alors comment vous allez lui présenter l'offre. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il va répondre? Et en fonction de ce jeu de simulation que vous allez pouvoir enclencher ou déclencher avec votre prospect, vous allez voir qu'est-ce qu'il retient. Parce qu'en fonction de ce qu'il va dire à son ami, eh bien, vous allez en déduire aussi ou en comprendre ce qui lui a semblé important, ce qui lui semble manquer, ou voilà, quel est son premier ressenti. Parce que de toute façon, son ami ne va pas forcément lui donner des informations nouvelles et son ami va répondre en fonction de ce qu'il perçoit de ce que dit votre prospect. Donc, votre prospect, il a déjà la réponse en lui. C'est sa façon de la présenter à son ami qui va vous révéler quels sont les manques sur lesquels il va falloir que vous travailliez.
Alors, objection suivante, je vais attendre que les prix baissent ou je vais attendre d'avoir le budget. Bien, vous pouvez aller chercher du côté du manque à gagner, c'est-à-dire plus le temps va passer, et bien plus la personne va perdre d'argent à ne pas avoir mis en place la solution que vous proposez. Donc, vous pouvez l'interroger là-dessus. Combien de temps cela peut représenter? Si ça représente 6 mois, voilà, quel sera le manque à gagner si vous n'implémentez pas notre solution pendant cette période de 6 mois? Et vous pouvez comme ça aller déclencher ou réenclencher la vente alors que la personne était en train de le remettre à plus tard. Notre marge est insuffisante dans le cas où vous passez par des distributeurs. Ça peut être une argumentation récurrente. À adapter, la réponse est à adapter en fonction de la notoriété de la marque. Si vous avez une marque très forte, eh bien le distributeur ne va pas être en position de vous imposer énormément de concessions sur vos marges. C'est vous qui allez fixer les prix, aussi bien les prix de vente publique que les prix de vente aux distributeurs. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une entreprise qui n'est pas forcément Coca-Cola, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avoir ce même levier d'action. Et donc, à vous de rentrer peut-être dans une argumentation qui va porter, par exemple, sur le fait que d'avoir des marges un petit peu plus faibles va générer beaucoup plus de ventes. Donc, vous pouvez avoir conduit des expériences chez des distributeurs partenaires où vous avez montré que le prix qui a été fixé, c'est celui qui rapporte le plus de marge pour le revendeur. Voilà, vous allez pouvoir aller utiliser des éléments factuels et statistiques pour pouvoir compenser cette notion de marge apparemment insuffisante pour le distributeur. Donc, voilà quelques exemples d'objections sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, en sachant que, et nous arrivons à la dernière partie, le mieux est quand même de ne pas avoir d'objections à gérer. Et pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher d'un livre que je trouve très bon sur le sujet, qui est un livre de Neil Rackham, Spin Selling, que je vais détailler un petit peu ici brièvement. Mais l'idée exposée dans le livre, c'est de construire en amont la valeur de l'offre pour le client pour que les bénéfices de notre offre aux yeux du client soient bien supérieurs à ce que va coûter notre offre. Et ça se construit pour nous en amont, avoir bien conscience de en quoi notre offre va aider le client, mais ça se construit avec le client dans l'argumentation ou l'échange, la discussion qu'on aura avec lui, avec le prospect. Et les questions qu'on va lui poser vont lui permettre petit à petit, lui, d'affiner son processus de calcul de ce que peut lui apporter ou lui rapporter la solution que nous, on propose. Donc, on construit la valeur avec le client. Et cette approche spin selling de Neil Rackham que j'évoquais à l'instant va porter sur 4 types de questions. Des questions de situation qui sont assez générales sur la taille de l'entreprise. Il ne faut pas en avoir beaucoup, ça permet comme ça de briser la glace en début de discussion, mais si vous avez trop de questions de situation, le prospect va s'impatienter en se disant que vous n'avez pas travaillé votre copie avant de venir, donc ce sera préjudiciable. Donc il en faut un peu, mais pas trop. Les questions de problématiques portent sur spécifiquement qu'est-ce qui fait que le prospect s'intéresse à vos produits, parce que quel est son problème en quelque sorte, en quoi vous allez pouvoir l'aider. Les questions d'implication sont toutes les conséquences de son problème. S'il a une machine, par exemple, qui ne cesse de tomber en panne 3-4 fois par semaine, à chaque fois que ça tombe en panne, eh bien, c'est ennuyeux. Alors, il se peut qu'au début, ce soit seulement agaçant. Ils se rendent bien compte que ça coûte un peu d'argent parce qu'à chaque fois, la machine, elle est arrêtée, donc il n'y a pas de production. Et donc, le prospect cherche à régler ce problème. Ça, c'est son problème. Mais les implications peuvent être bien supérieures. Des implications d'insatisfaction de personnel, de démotivation, des problématiques de gestion des horaires d'équipe, des problématiques sur les approvisionnements des services suivants ou en amont ou en aval dans l'entreprise. Voilà, il peut y avoir des répercussions financières qui vont bien au-delà du simple temps d'immobilisation de la machine pendant la panne. Donc, plus vous allez creuser ces problématiques-là, plus vous allez pouvoir transformer la valeur d'un remplacement d'une machine en bénéfice justement qu'il va y avoir à utiliser vos produits ou vos machines ou votre équipement en l'occurrence. Donc ça, ce sont les questions d'implication.
Puis après, vous abordez les questions de solutions qui sont des questions portant sur, eh bien, si on met ça en place et que vous éliminez tel problème, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Donc, d'un côté, les questions d'implication, vous montrez en quoi ça coûte énormément d'argent à l'entreprise de ne pas adopter votre solution. Et puis, question de solution, en parallèle, vous montrez à quel point le client va gagner à mettre en place les solutions que vous proposez. Donc, voilà une approche qui permet en fait de contrebalancer de manière considérable le coût d'acquisition de votre solution par rapport à ce que ça va rapporter à votre client. Et comme vous construisez ça dans le processus de discussion avec votre prospect, eh bien, derrière, mécaniquement, il va dire, bah, ouais, en fait, si j'investis 10 000 € dans votre machine, ça va m'en faire gagner 150 000, ben, je signe tout de suite. Donc, vous n'aurez pas d'objection. Et c'est ce que montre Neil Rackham dans son livre. Il considère, après avoir étudié, je crois, 35 000 actes de vente, que les meilleurs vendeurs ne sont pas ceux qui gèrent le mieux les objections. Les meilleurs vendeurs, statistiquement, sont ceux qui n'ont pas d'objection à gérer, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur échange et leur discussion commerciale de sorte que le client n'a finalement pas d'objection à avoir. Donc voilà pour cette quatrième partie sur laquelle je voulais attirer aussi votre attention. Qu'est-ce que vous faites en amont pour proposer votre offre et faire en sorte que vous ayez le moins d'objections possible à gérer? Et pour conclure, je dirais bien ceci, que la première personne à qui vendre, c'est sans doute soi-même en tant que commercial. Il faut d'abord être convaincu de nos prestations, nos produits, d'être convaincu qu'on est là pour aider le client. Si on a le moindre doute, ce moindre doute eh bien, va forcément transparaître, va forcément être ressenti, consciemment ou inconsciemment, par notre prospect. Et c'est ça qui va générer les objections. Si on a un doute sur nos tarifs, si on a l'impression que c'est trop cher, les objections qu'on va avoir, eh bien, forcément, ce sera autour du prix. Si on a un doute sur notre capacité à satisfaire le client, mais forcément, les objections vont porter sur la capacité à résoudre précisément tel ou tel type de problématique. Donc, la personne à qui il faut vendre d'abord, c'est vous-même. Un deuxième point de conclusion, appuyez-vous sur vos processus commerciaux internes. Faites en sorte qu'ils soient vraiment optimisés avec des manuels de vente, avec des argumentaires, avec tous les éléments qui vont permettre à votre équipe commerciale d'être le mieux armée, le mieux entraînée possible. Et ce sera le troisième point de la conclusion. Entraînez-vous, entraînez vos commerciaux. Commencez par faire un état des lieux, des points d'amélioration, et puis travaillez sur ce qui peut être amélioré pour pouvoir augmenter votre performance. Construisez votre offre sur les besoins de vos clients et assurez-vous de tenir vos engagements pour pouvoir justement leur apporter la meilleure solution pour eux et ne pas générer d'objections ou les gérer facilement si vous les avez générées. Voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez une réponse personnalisée, je reste à votre disposition. Donc, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, giletto@zenessor.fr. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une belle semaine, de belles ventes et je vous dis à bientôt. Au revoir.